Et on va, en raccompagnant Elisa, présenter, Bernard, le deuxième projet qui va arriver dans quelques instants. L'idée, c'est, on parlait de développement à l'international et ça sera vraiment le cas ici. La Fondation agit pour permettre à des étudiants de réaliser des projets internationaux, toujours dans ce domaine de développement durable. Oui, bien effectivement, et on est en plein au cœur de notre mission d'inspirer par les sciences et le progrès un monde durable. Alors cette année, nous avons accompagné 19 projets d'étudiants. Vous pouvez les suivre sur nos réseaux sociaux. Je pourrais citer par exemple un projet qu'on appelle Andes et Tentes, qui consiste à parcourir la cordillère des Andes, identifier des endroits où des personnes locales ont eu de bonnes initiatives low-tech qui leur permettent d'avoir une empreinte carbone meilleure ou d'œuvrer en faveur de l'environnement. Et donc leur mission, c'est de comprendre ces applications, les documenter et ensuite les propager et faire en sorte que d'autres puissent en bénéficier. Donc ça, c'est un exemple. Mais ce soir, nous allons accueillir Hugo Divel, qui est un élève ingénieur à Grenoble INP NC-Cube, et lui, il va nous présenter un projet qui s'appelle Agir en Islande. Eh bien, on va accueillir Hugo Divel, qui est avec nous ce soir pour ce projet Agir à l'échelle de l'individu pour réduire son empreinte environnementale. Merci d'être là, Hugo. Prenez place, élève ingénieur à Grenoble INP NC-Cube et porteur donc de ce projet Agir en Islande. Alors le contexte, là encore, comme tout à l'heure, et vous aurez droit aux questions aussi après, j'y pense cette fois-ci. Pourquoi ce sujet et pourquoi avoir choisi de le traiter en Islande ? Bonjour à toutes et à tous, merci. Juste une petite question, il faut que j'appuie où pour passer les diapos ? Sur la flèche verte, parfait. Je crois. C'est la thématique de la soirée. Donc bonjour tout le monde, donc je m'appelle Hugo Divel, je suis étudiant actuellement donc à Grenoble INP NC-Cube et j'ai eu la chance il y a bientôt un an de faire une année de césure durant laquelle je suis parti en Islande pour réaliser le tour du pays à pied, donc 2118 km en solitaire pendant 84 jours. Et donc ce projet d'expédition, il n'est pas venu n'importe où, il est venu initialement parce que je lisais beaucoup des ouvrages de Mike Horn. Et un jour, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire mon expédition à ma propre échelle dans un pays froid. Mais je voulais pas seulement partir et randonner sans son but. Il est important pour moi d'être un peu un Mike Horn un peu plus écolo, c'est-à-dire en respectant mon empreinte carbone. C'est un indicateur parmi tant d'autres, comme l'a déjà répété Elisa. Et donc, je me suis fixé cet objectif de respecter les accords de Paris, donc en prenant en compte le matériel, l'alimentation, la mobilité et le logement. Et donc, j'ai pris plusieurs mesures. J'ai pas fait exprès. Je sais pas. Ou alors, il y a quelqu'un qui bouge les slides. J'ai pas appuyé avant. Normalement. Bon, voilà. Alors désolé. C'est laquelle, voilà. Donc voilà. Et donc logement, voilà. donc Là, il y a une première photo, donc pour vous montrer un peu mon logement pendant 84 jours. Donc ça faisait partie des mesures que j'ai prises, que j'ai mises en place afin de réduire mon empreinte CO2. Et je voulais en fait vous montrer, donc in fine, en fait, cet objectif que j'ai essayé de respecter, donc le bilan carbone, si la diapo veut bien se passer. Ouais, voilà. Elle a été vexée du coup. En fait, c'est important de montrer ces chiffres, mais il ne faut pas oublier que ce sont des ordres de grandeur. On parle souvent de carbone, et donc là, sur mes 5 mois d'expédition, si je veux respecter les accords de Paris, je devais émettre au maximum 833 kg de CO2 équivalent. Donc là, on dirait que bingo, voilà, j'ai gagné, je suis resté sous la barre, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont prises en compte lors de ces calculs. Et c'est surtout important pour se rendre compte de l'impact qu'on a en tant que consommateur. Et donc, si on veut en fait mieux respecter la planète aujourd'hui, il faut être plus sobre, il faut voyager bas carbone et il faut se tourner vers une alimentation un peu moins carnée. Donc là, ça veut dire qu'on a dormi sous une tente, que vous aviez du matériel éco-responsable, que vous avez très peu ou pas mangé de viande, c'est ça, végétarien? Pas du tout mangé, ouais. Pas du tout mangé. Et retour d'Islande en bateau. En voilier, c'est ça. En voilier, voilà. De Reykjavik donc au nord de l'Écosse, 17 jours de navigation à travers l'Atlantique Nord. Et après, je suis rentré en train jusqu'en France. Alors, une fois sur place, avant d'être rentré en voilier, quel était l'objectif? Qu'est-ce que vous avez cherché à analyser? Alors, je vais passer la diapo. Il y a un petit temps de latence, je suis désolé.
Voilà. Donc là, c'est un des exemples. Donc je vais vous présenter. Sur place, il y avait aussi 2 autres objectifs. En réalité, il y en avait 3. Le premier, c'était déjà d'arriver à marcher 2118 km autour de ce pays. C'était pas une mince affaire parce que j'avais aucune expérience dans la randonnée de longue distance. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre dans un premier temps que notre corps humain est capable de faire des choses assez formidables. En fait, l'être humain, on est habitué à tellement de confort aujourd'hui qu'on oublie qu'on est capable de vivre avec du caprice climatique et dans une nature hostile. Et donc ça, c'est un objectif déjà. Je voulais prouver aux gens qu'il était possible, sans forcément beaucoup d'entraînement, d'arriver à vivre de telle expérience. Les 2 autres objectifs, c'était plus orienté donc écologie. Dans un premier temps, aller à la rencontre des initiatives écologiques sur place, parce que l'Islande, il faut savoir que c'est un pays assez intéressant. Il a de la chance parce que ce pays, il est sur une faille tectonique. Et donc, en termes de potentiel géothermique, il a, comme j'ai dit, il a de la chance, mais qu'il peut expérimenter cette chaleur du sous-sol. Et donc, ils font beaucoup de géothermie. Et donc, ça m'a beaucoup motivé d'aller à la rencontre de ces différentes centrales. Il faut savoir qu'en Islande, 30% de l'électricité provient de la géothermie, les 70% restants provenant de l'hydroélectrique. Et j'ai donc aussi visité des projets comme ce projet de permaculture. J'ai décidé de montrer cette photo parce qu'il faut vous dire qu'on est au nord-ouest de l'Islande, à quelques pas du cercle polaire arctique. Et cette Islandaise, Hildur, que j'ai rencontrée, fait pousser des légumes et des fruits en utilisant des techniques de permaculture alors qu'il fait 7 degrés en moyenne durant l'été. Donc c'est vraiment pour se rendre compte qu'il existe des solutions qu'on peut appliquer partout sur cette planète, même dans les endroits les plus froids. Et c'est quelque chose de très inspirant. Donc c'est un des projets que j'ai pu rencontrer. J'ai aussi passé 2 semaines dans un éco-village. J'ai pu visiter des centrales aussi avec capture de CO2 qui sont des projets avec un peu plus de retenue à avoir parce que même si c'est intéressant qu'on arrive à capter le CO2 atmosphérique, ce sont des procédés très énergivores. Donc on a de la chance en Islande parce que c'est 100% renouvelable pour l'électricité. Mais si on applique ce genre de procédé en Chine, par exemple, on aura une balance qui sera beaucoup moins intéressante. Il y avait un troisième objectif, non ? Troisième objectif, excusez-moi. Troisième objectif, il est un peu plus original dans le sens où il est en lien avec ma formation à Grenoble INPNC Cube. En fait, il me semblait intéressant parce que puisque je suis quand même passionné de mécanique des fluides, d'arriver à m'essayer à l'exercice de vulgarisation scientifique. Pourquoi ? Parce que pour moi, il est important de comprendre le fonctionnement physique de la nature, parce que c'est en comprenant vraiment cette nature qu'on se rend compte de sa richesse, de sa complexité, et qu'on a ensuite envie de mieux la défendre. Et donc je me suis essayé à cet exercice-là, j'ai vulgarisé plusieurs processus, parce qu'en Islande, c'est tellement riche, on a des geysers, on a des vents catabatiques, on a des éruptions volcaniques, j'ai la chance d'en voir une sur place. Et donc voilà, je voulais m'essayer à cet exercice compliqué pour in fine le présenter à ma communauté sur Instagram, ma petite communauté, pour donner des bonnes idées, pour pousser les gens à agir pour l'environnement. L'idée, c'était vraiment ça, d'aller observer et de raconter finalement ce que vous avez vu et les bonnes pratiques qu'on pourrait, pour certaines, réutiliser, récupérer, même si on n'a pas du tout le même genre de phénomène ici. Voilà, exactement. L'idée, c'était ça, c'était de montrer ce qui se faisait de bien, de montrer qu'il existe des initiatives dans des pays comme l'Islande pour, en plus de ce voyage, apporter un savoir, des connaissances, on va dire que j'ai appelé plusieurs fois des connaissances durables, et surtout pour aussi apporter un esprit critique sur tout ce qui se fait aujourd'hui, sur tout ce qui se dit être écologique, mais qui ne l'est pas tout le temps. C'est ça qui est important pour moi. Quelle est la suite de ce projet ? C'est un prochain voyage à moins de 792 équivalent CO2 ou pas du tout ? Alors en fait, la première suite, c'est dès le début, j'avais en fait, pour la petite histoire, quand j'ai fini le livre de Mike Horn, je me suis dit, j'aimerais bien écrire mon livre quand même d'aventure, mais je voulais pas juste écrire un livre d'aventure classique, je voulais y ajouter, comme je l'ai dit, ce savoir et ces connaissances pour apporter aux gens cette envie d'agir. Et donc je travaille actuellement à l'écriture de ce livre, donc qui va retracer mon voyage, mais qui. Donc on le dédicace pas ce soir. Ah non, il n'est pas encore là. Bon, dommage. Faudra revenir l'année prochaine. Et sinon, j'aimerais peut-être réaliser une expédition plus tard en gardant cette même idée de mobilité bas carbone, et ce serait sûrement pour aller au Groenland et essayer de pousser un peu plus loin la limite, la complexité. Sachant que ce sont des zones quand même où j'imagine qu'il y a des expéditions scientifiques et il y a déjà des choses qui se font. Vous vouliez le ramener à quelque chose de plus, je vais pas dire basique parce que c'est pas le bon mot, mais plus compréhensible d'un plus grand nombre de gens.
Vous voulez dire le fait de le faire en Islande? Ouais. En fait, je l'ai fait en Islande initialement parce que le Groenland, c'était un peu plus loin. Et que moi, j'avais aucune expérience. Donc, je m'étais dit, on va pas commencer. On va essayer d'aller se tuer au Groenland quand même. J'aimerais bien continuer à vivre. Et donc, commencer par le tour de l'Islande à pied, c'était une première étape. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce désir de partir à l'aventure, mais sans oublier que faut pas que je fasse n'importe quoi. Et donc, j'irai sûrement, si je peux le faire, j'irai en voilier et je reviendrai en voilier. Donc, ce serait un projet, mais avant mes 30 ans, là, il faudrait travailler un petit peu quand même. Il faut pouvoir financer les projets, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Hugo. J'imagine qu'il y a des beaucoup. questions de la salle pour vous sur votre projet, sur la suite de cette aventure. N'hésitez pas. Oui, monsieur au centre, sur la gauche. Voilà. Il faut lever la main bien haut, sinon on ne vous voit pas. Vous êtes caché. Oui, bonsoir. Je voulais simplement savoir ce que c'était qu'un vent kadabatique. Si j'ai bien retenu les syllabes. La question piège. Je vous laisse répondre, moi je ne sais pas. Alors c'est un processus que j'ai pas présenté encore sur ma plateforme et que je compte expliquer dans mon ouvrage. Rapidement, un vent katabatique, c'est des vents en fait c'est des vents assez froids, en fait des vents très denses et ces masses d'air froide, elles descendent les montagnes assez abruptes, notamment au Groenland, et elles gagnent en vitesse comme ça en suivant les pentes et elles peuvent atteindre des vitesses extrêmement fortes, donc en arrivant, en se plongeant vers l'océan. Et il y en a en Islande, mais il y en a aussi, donc comme je l'ai dit, au Groenland. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, c'est assez simplifié. Si, très bien. Mais on visualise assez. C'est vrai qu'en Islande, c'est vrai qu'il y a quand même des histoires où l'hiver, par exemple, dans les vallées, avec ces vents froids, on a un espèce d'effet Venturi qui va se créer. Et donc ces vents froids vont encore s'accélérer. Et il arrive que des camions se couchent parce qu'ils se prennent des rafales à 200 km/h. Et donc c'est réel là-bas, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, quand on se balade l'hiver, voir sa voiture se faire emporter. Tout le monde le sait, et moi au début quand on me l'explique, j'étais là, d'accord, moi je suis à pied, mes bâtons, je sais pas s'ils vont tenir. Mais bon, c'est vrai que c'est réel, c'est quelque chose qui arrive souvent, du fait de la position de ce pays, de la latitude. Merci pour la question et la réponse. De l'autre côté, complètement de l'autre côté, pardon. Madame, en blanc. Pendant qu'elle fait le tour, une petite question. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Comment on vous trouve sur les réseaux? Instagram, YouTube, ce genre de choses? Donc j'avais créé une page Instagram qui s'appelle Agir en Islande. Donc j'ai pas dit pourquoi. Agir, ça veut dire aventurier grenoblois à la recherche d'initiatives éco-responsables parce que je viens de Grenoble. Je suis né à la Tronche. Et donc j'ai un compte sur Instagram où j'ai publié des récits des dizaines, quinzaines de jours et aussi donc ces vulgarisations et ces descriptions d'initiatives écologiques si ça vous intéresse à aller lire. Et puis donc, je compte écrire le livre. Agir en Islande sur Instagram. C'est ça. Enfin, juste Agir en Islande. Oui, non, mais sur la plateforme Instagram. Je suis plus vieille que vous, mais quand même. Madame, question. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune, ingénieur mécanique des fluides, passionné. Je ne doute pas que vous trouverez du travail sans trop de difficultés, mais avec des idées plein la tête et des envies de changer le monde. Comment vous envisagez votre rapport au travail dans les années à venir? Et je précise, je suis DRH, d'où ma question. Non pas que je vais vous embaucher tout de suite, ça on le fait plus tard, mais... C'est une très bonne question. Donc merci pour la question, parce qu'actuellement je réfléchis à mon avenir. Parce qu'en fait, ce qui est un peu contradictoire avec le métier d'ingénieur, c'est que l'ingénierie en elle-même, quand on a envie de s'engager pour la planète, et je dis pas qu'elle est contradictoire, mais dans une société qui n'est pas forcément poussée vers une transition effective, il est difficile aujourd'hui d'être un ingénieur direct de la transition. Et donc cette question, je me la pose tous les jours. Je me suis dit, est-ce que ma place, elle est dans l'ingénierie, dans une boîte qui fait des profits, ou est-ce qu'elle est plutôt dans le public, dans la recherche, ou est-ce que je dois aller vendre des légumes quelque part, des fruits, parce que j'ai envie de me rendre utile effectivement. Donc aujourd'hui, il y a quand même des pistes, c'est-à-dire qu'il y a de l'ingénierie, par exemple de la rénovation thermique des bâtiments. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de passoires thermiques, je pense que tout le monde le sait, et on sait comment faire en termes d'efficacité énergétique dans l'ingénierie pour rénover ces bâtiments. Ça pourrait être une piste, ce serait pas de la mécanique des fluides que j'adore, c'est de la thermique, mais c'est très bien aussi. Mais voilà, en fait, il existe des pistes aujourd'hui. Donc je vais encore y réfléchir, il me reste 3 mois et demi de stage de fin d'études.
Et je vous ferai un compte rendu si vous êtes dans 3 minutes de réflexion. Merci pour cette question et cette réponse. Une dernière question pour Hugo ? Oui, tout en haut. Merci beaucoup. Merci Hugo pour ce récit super. J'ai une question technique toute bête. Est-ce que vraiment le coût du logement était de 0 ? Merci pour la question. Quand vous dites le coût du logement, c'est le coût carbone ? Oui, le coût carbone, oui. Alors, oui et non. Oui, parce que quand on prend en compte l'empreinte CO2 liée au matériel, encore une fois, hein, c'est un principe, hein, mais si on reste dans le principe, j'ai décidé de mettre le coût en fait de ma tente dans la partie matérielle. Et j'ai décidé de choisir un matériel de longue durée, enfin qui va durer longtemps. J'ai pris une tente assez solide qui va me durer une dizaine d'années. Et dans 10 ans, vous m'appellerez, elle sera toujours chez moi, je vous le promets. Pour que mes calculs soient justes, j'ai pas le choix. Même si c'est abîmé, j'ai resté dans ma chambre. Il faut encore qu'elle serve. Hein. Et du coup, j'ai pas compté ça dans l'habitat, parce que dans l'habitat, du coup, je dormais en tente, dehors. J'avais pas de système de chauffage. J'avais pas tout ça. J'ai dormi pendant 84 jours sous ma tente, à même le sol. Et c'est pour ça que j'ai considéré que c'était 0, même dans le voilier. Donc je dormais dans un bateau qui appartient à un skipper. Et donc après, il faut garder en tête que c'est vraiment pour des ordres de grandeur, c'est un principe. Et j'ai mis ce 0 là pour montrer surtout que c'était surtout le côté dormir en tente, à même le sol, dans le voilier, ou me faire inviter chez des gens qui ont eux-mêmes leur habitation. Dans le sens où je voulais pas dire que j'ai choisi moi-même de faire construire quelque chose ou de dormir dans un appartement que moi-même j'aurais loué. Je voulais me restreindre à cette vie hostile et sobre pour me forcer à rester sous cette barre des accords de Paris. C'était un choix. D'accord, oui. Donc c'est mis dans le matériel, donc c'est très bien. Merci pour l'explication. Pas de souci. Une dernière avant de conclure. Ça a été compliqué. Il y a eu des moments difficiles, des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? À même le sol dans la tente ou pas ? Il y a eu des moments assez compliqués parce que notamment au début, quand j'ai longé l'un des plus grands glaciers d'Europe, le Vatnajökull, où là, je me suis rendu compte que la station-service où je devais acheter de l'alcool à brûler pour me faire à manger n'existait plus. Et donc, j'ai pas eu de nourriture chaude pendant 6 jours. J'ai perdu 6 kilos. Et là, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et il y a eu des moments comme ça un peu compliqués que je ne connaissais pas. Et c'est là où je disais que c'était intéressant de voir à quel point notre corps, donc la tête et notre corps humain est solide en fait, parce que on est capable de tenir dans la difficulté avec les caprices climatiques. Et donc c'est pour ça que je conseille les gens à se lancer dans ces expériences-là, d'être pas en Islande, pour comprendre qu'on est capable en tant qu'être humain de retourner à l'état de nature et réussir à survivre. On n'a pas besoin de clim, de chauffage et qu'on peut arriver à dormir à même le sol. Merci beaucoup Hugo. Merci de nous avoir présenté ce projet. Bonne chance pour le livre et pour la suite. Merci beaucoup.